Bonjour à toutes et à tous, un peu de légèreté et de gaieté aujourd'hui avec une success story à la française, celle de Michel et Augustin. Vous connaissez certainement les biscuits, les desserts. Ce matin, Augustin Paluel-Marmont est sur le plateau avec moi. Bonjour, cofondateur de la marque Michel et Augustin. Je dis un petit peu de légèreté parce que il vous est arrivé un truc incroyable. Vous avez été contacté par Starbucks il y a quelque temps pour qu'ils vous envoient des échantillons de vos produits. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont appelé, c'était Starbucks, juste pour vous donner une idée, c'est quand même 22 000 cafés dans le monde, c'est 12 000 aux US, donc c'est quand même une machine de guerre. Il se trouve que moi, je suis absolument fan de l'enseigne. J'y vais, il y en a un à Boulogne, là, près de la bananerie, j'y vais 3 à 4 fois par semaine. Et il se trouve que c'était une enseigne qu'on cherchait à démarcher depuis assez longtemps, mais comme c'est très complexe, on se perdait un peu dans les méandres. Et un peu par hasard, Antoine, qui a une trentaine d'années, qui est le patron de la Banana Farm à New York depuis 6 mois, qu'on a installé une petite filiale à New York, a reçu un coup de fil, c'était jeudi dernier, 18h, d'une assistante visiblement de quelqu'un de très haut placé chez Starbucks qui voulait des échantillons de nos recettes, de nos cookies au chocolat. Donc instantanément, il m'appelle. Moi, j'étais dans mon lit avec ma femme à minuit. Il me dit « Attends, c'est un truc de dingue ». Il demande des recettes pour un comité de dégustation en express pour lundi matin à Seattle. Donc vendredi matin, moi, j'arrive à la bananerie à Paris. Je demande à Émilie de regarder combien ça coûte d'envoyer un FedEx sur Seattle. Elle me dit 1 000 €. Et je me dis, pour le prix que ça coûte, autant y aller. On ne va pas envoyer quelqu'un. Et donc là, on a la chance d'avoir dans notre écosystème à la bananerie Charlotte et Hassan, dont le métier, ça peut être des journalistes pour partager notre passion, notre aventure entrepreneuriale avec ceux que ça intéresse. Et là, banco, Hassan et Charlotte partent et essayent évidemment de mobiliser les réseaux sociaux sur le hashtag Allez Howard un café. Howard étant le patron de Starbucks. Alors, en France, il n'est pas connu, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une des grandes figures de l'entrepreneuriat américaine. C'est vraiment une méga star. Et donc, elle lance avec Hassan ce hashtag Allez Howard un café pour essayer de rencontrer à l'improviste un peu Howard sans rendez-vous. Et là, les réseaux sociaux se mettent en branle et pendant tout le week-end, c'est très chargé. Et puis voilà, toute la saga se met en place et ils rencontrent Howard Schultz. Alors, ils finissent par le rencontrer. Alors, on va voir un petit morceau de la vidéo qui est hilarante. Alors, il y en a eu plein, des vidéos. Donc, c'était un peu suivre en temps réel. En temps réel, le voyage jusqu'à Seattle. Le périple totalement improvisé. C'est totalement improvisé. Mais même sur la com, c'est assez extraordinaire. Sur la com, réel, mais c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir Charlotte et Hassan qui étaient prêts à partir, qui sont en permanence à la bananerie. Ils sont bons, hein. L'équipe, qui sont super bons, qui sont jeunes, passionnés, engagés. Et ils ont réussi à transformer quelque chose qui aurait pu être totalement anecdotique en partage et en saga totalement exceptionnelle. Alors on va les regarder. Tout a commencé par un coup de fil de l'assistante monde du PDG monde de Starbucks. Allô, vous souhaiteriez recevoir nos recettes pour votre comité de direction lundi matin? Nul ni vache, on s'est envolé direction Seattle pour remettre nos recettes en main propre à Howard. La France entière se mobilise avec le hashtag Allez Howard, un café? Super nouvelle, les Américains adorent nos recettes. Yeah, it'd be great with coffee. I would love it with my caramel macchiato. Et là, 2 problèmes. Apparemment, Starbucks aurait un petit peu peur de notre démarche. Et pas de Howard à l'arrivée. Ça se trouve, il n'aime pas le café. Juste un ascenseur. Ouais, on y va. Quand tout à coup... Ok, thank you so much. We're right. Il nous a dit rendez-vous pour rencontrer Howard Schultz. I'm overwhelmed. I love it. Thank you. We're proud to announce that next week in the United States and in the UK and in France, we will be launching Michel and Augustine cookies. Regarde, la salle, ce serait pas mal ici, là, non? Ou alors là, ou là, peut-être. C'est pas mal ici, non? On va le laisser là. Et puis bientôt, on le retrouvera partout. Merci, au revoir. Donc c'est super drôle. Et donc, mais ce qui est complètement dingue, c'est qu'effectivement, une boîte habituelle aurait envoyé ses produits, aurait attendu que ça vienne Mais ce qui est important, alors nous on l'a découvert qu'après, ce qui est important, c'est que nous on a installé cette petite Banana Farm à New York avec 6 personnes. Vous appelez Banana Farm, c'est quoi? C'est vos bureaux qui s'appellent comme ça, d'accord. Voilà, dans lequel il y a beaucoup de partage, quand on est centre de formation CAP pâtissier, il y a un cycle de conférences boire une vache avec, donc c'est un espèce de lieu de vie, un peu un joyeux bordel organisé dans lequel nous on bosse, et donc on en a une à New York depuis 6 mois. Et ce qui est important, c'est que nous, on va toujours sur une démarche très entrepreneuriale, très terrain, donc on a 6 personnes qui sont coachées par Antoine, et qui tous les jours depuis 6 mois se baladent dans les rues de Manhattan et de Brooklyn avec un caddie rose pour convaincre magasin après magasin à l'aventure Michel Augustin et à ce savoir-faire français pâtissier qui est un atout exceptionnel pour la France pour rayonner à l'étranger. Il se trouve que Mèche, qui est le bras droit un peu et l'homme de confiance de Howard Schultz, nous a découvert il y a 10 jours dans une épicerie à New York, et c'est là qu'il a découvert la marque, goûté et beaucoup aimé. Et en rentrant à Seattle, il a demandé à son assistante de prendre des échantillons. Donc elle a appelé le magasin
qui a dit « Je suis désolé, je suis en rupture de stock ». D'où le coup de fil qu'elle a passé directement. Donc, c'est un concours de circonstances extraordinaire. Et c'est comme la femme de Howard Schultz, quand même, qui a récupéré, qui a vu ce buzz sur les réseaux sociaux et qui a dit à son mari, écoute, il se passe un truc, tu ne peux pas les éconduire, ces deux petits jeunes Français qui viennent spécialement de Paris à Seattle pour te voir. Et donc, c'est là où, effectivement, elle a appelé son mari, elle qui a reçu donc Charlotte et Hassan. Et le truc dingue, c'est que le lendemain, il y avait une convention avec 400 personnes, les top managers de Starbucks au siège à Seattle, et que la première partie, entre guillemets, a été assurée par Charlotte, avec cette séquence totalement surréaliste. Howard annonce au monde entier qu'il lance les cookies Michel-Augustin la semaine prochaine. Alors, vous voyez le vent de panique que c'était dans les états-majors, parce qu'effectivement, c'est quand même une très grosse machine. Mais ils ont réussi parce qu'on lance ce soir à 18h aussi Starbucks en France. Donc, je vous invite à venir à 18h au Starbucks Place de l'Opéra, pas avenue de l'Opéra, au Capucine à Place de l'Opéra, où on fait un grand event pour le lancement à 18h ce soir. C'est génial. Avec Charlotte et Hassan et Michel qui reviennent spécialement de New York et on va les accueillir en triomphe. Et donc, à New York, maintenant, vous allez être distribué. On est distribué depuis lundi. Depuis 2 jours, c'est ça, dans 25 Starbucks. Alors, on est en premier test de déploiement, parce qu'évidemment, c'est à nous de transformer l'essai. Donc, c'est une opportunité exceptionnelle. Donc, c'est à nous de transformer l'essai commercial. Et donc, on a, depuis lundi, ça a été livré par un camion Allez Howard, un café avec Michel qui a fait le déplacement sur place et l'équipe évidemment d'Antoine. Et donc on a livré les premiers 25 Starbucks et on a eu les premiers chiffres de vente hier qui sont vraiment très très bons. Donc on espère que la grève va prendre, que ce savoir-faire pâtissier français va rayonner et qu'on va pouvoir déployer après dans tous les Starbucks américains. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Pourquoi déjà c'était gonflé de lancer cette marque alors qu'il y a des Danone, des Nestlé et d'arriver sur ce marché. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Nous, on aime bien faire les choses un peu différemment. Cette aventure, c'est le reflet de ce que nous sommes. Donc on est une centaine, passionnés, ambitieux, plein d'énergie, d'enthousiasme. Nous voilà, on a tous notre CAP pâtissier, on va tous l'avoir. Moi, je suis boulanger de formation. Donc l'idée, c'était vraiment de remettre le goût au cœur de nos assiettes dans les villes. Et plutôt qu'inventer une marque, l'idée, c'était de partager cette aventure que l'on vit tous les jours au quotidien. Et je crois que c'est ce côté très positif, très authentique, au sens moderne du terme. C'est-à-dire que cette boîte n'est que le reflet de ce que nous sommes. Et vous allez voir. C'est ce qui marche, c'est cette transparence. C'est cette transparence et puis le côté sincère de ce que on ne manipule pas. On a nos qualités, nos défauts. Vous allez voir sur Facebook, sur Twitter, il y a l'histoire qui se déroule en temps réel. Tout le monde peut y participer. Et voilà, donc c'est la qualité et cet état d'esprit très positif. Et je crois que l'un de nos jobs aujourd'hui, quand on est français, c'est qu'on sait bien que le pays est quand même dans une situation extrêmement compliquée. Pourtant, on a des atouts exceptionnels et que le monde entier nous appartient. Il suffit de trouver des services et des produits conçus en France que le monde entier nous envie et c'est possible. Oui, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la politique entrepreneuriale justement de la France Moi, je pense qu'on a tout pour réussir, que les Français ont des talents exceptionnels, qu'il faut beaucoup d'énergie. Après, c'est clair que le climat ambiant n'est pas très favorable, mais c'est pas grave. Je veux dire qu'on est chacun acteur de sa vie, c'est pas de la faute des autres. Et moi, je rêve évidemment d'une innovation forte en politique. Vous savez que dans l'entreprise, l'innovation, c'est le cœur de toutes les stratégies, parce que sans innovation dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de croissance pérenne et durable et rentable. Et dans le monde politique, je crois que c'est un peu la préhistoire. Et simplement, il faut faire ce que tout le monde sait qu'on doit faire. Si le taux de chômage en France est 2 fois supérieur aux États-Unis, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, ce n'est pas par hasard. Donc il faut que les politiques aient le courage d'appliquer les réformes que tout le monde connaît. Et c'est au peuple français aujourd'hui, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui élit les politiques et c'est donc à lui de dire aux politiques ce qu'il faut faire. Oui, et ce qu'il faut faire, c'est quoi selon vous, entrepreneurs? Entrepreneur, c'est évidemment... Non, mais c'est très clairement réduire drastiquement le déficit public et les dépenses de l'État. C'est clairement donner beaucoup plus de souplesse au marché du travail, faire ça en bonne intelligence. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est n'est pas une fatalité. Et je crois simplement c'est au peuple français de vivre une forme de révolution et d'imposer aux politiques les réformes que tout le monde connaît. On ne cherche pas une potion magique, pas du tout, parce qu'ils l'ont fait à côté. Ils l'ont fait. On sait ce qu'il faut faire. Prenez le rapport Attali, vous prenez le rapport Kamsu. Tout est dit. Sauf qu'on ne fait pas, sauf qu'il faut du courage. Il faut le courage et d'avoir vraiment un homme ou une femme d'État qui privilégie l'intérêt national à son intérêt propre. C'est tout. Les Échos hier racontaient donc votre histoire et disaient que vous alliez devenir un exemple dans les écoles de commerce. Vous deveniez finalement un modèle. Non, mais c'est une forme d'icône au bon sens du terme et en étant en restant très humble, parce que notre truc, c'est pas Facebook. Mais je crois vraiment qu'on a besoin d'exemples pour donner envie aux Français d'entreprendre et de s'en sortir. Différemment aussi. Différemment. Ce qui est sympa, c'est que dans notre aventure, on a reçu l'autre jour Xavier Niel à la Banana, qui est quelqu'un d'extraordinaire, mais vraiment un mec d'un talent, d'une simplicité incroyable, mais qui a fait quelque chose une réussite dans un domaine très technique. On se dit, c'est pas facile d'inventer le triple play tous les jours. Alors que nous, honnêtement, c'est des
très très bons biscuits, des très bons yaourts. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est palpable. On se dit, s'ils l'ont fait, nous, on est capable de le faire aussi. Ouais. Donc c'est là où c'est un exemple. Voilà, je pense qu'on a des talents exceptionnels en France, il faut réussir. Et c'est vrai que nous, je pense qu'on est l'une des marques les plus étudiées en BTS, en école de commerce. On s'est même aperçu l'autre jour qu'on était sujet national d'examen pour un BTS relations clients de 16 000 étudiants qui ont fait un cas exclusivement sur Michel Augustin pendant 4 heures. Ouais. Donc c'est assez marrant, mais c'est une forme de média aussi pour se faire connaître. Ouais. Et on a Margot à la Banana qui toute la journée gère les relations avec les étudiants, parce que pour nous, c'est effectivement très important. C'est important. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce contrat avec Starbucks? Vous allez changer peut-être de modèle économique aussi. C'est quoi, de la petite PME, vous allez peut-être passer donc, un truc beaucoup plus gros. C'est un des enjeux aussi sur le tissu économique français, c'est comment passer d'une PME artisanale à une dimension industrielle. Et souvent, la limite, ce sont les propres managers qui sont les limites à la croissance. Et c'est clair que pour nous, on a la vocation, je ne sais pas si on y arrivera, mais on a vocation et l'ambition d'être une marque un jour mondiale dans le food premium urbain pour faire rayonner le savoir-faire pâtissier français. Et on le disait depuis assez longtemps. Et c'est sûr qu'on est plus crédible aujourd'hui qu'il y a 10 ans dans ma cuisine et que ce type de deal, si on arrive à le transformer avec Starbucks, peut nous permettre d'être une marque mondiale. Parce que vous savez, dans toutes les grandes villes, les chefs cuisiniers français sont des stars, parce qu'il y a les étoiles Michelin. Mais si vous voulez vous acheter un peu de France en alimentaire dans le supermarché au coin de la rue, à Bangkok, New York, Singapour, Shanghai, à part Evian dans les boissons, il n'y a pas vraiment de marque française mondiale. Danone n'est pas dans l'exécution une marque française, même si c'est à capitaux français. Et nous, je crois qu'on a vraiment la place pour partout où il y a une bouteille d'Evian. Moi, j'aime bien cette marque. On a la capacité, en tout cas la marque Michel Augustin, qui incarne cette France moderne, qui réussit et ce savoir-faire pâtissier. On a notre place dans le monde entier. Il y a de la place. Il y a de la place. Aujourd'hui, vous êtes distribué dans combien de pays? Aujourd'hui, on a notre gros marché, c'est bien la France, dans lequel on a encore beaucoup de progrès à faire. On est une petite équipe gérée par Bernabé en Suisse et en Belgique, dans lequel on fait quasiment plus d'1 million d'euros. Donc on commence à être un peu visible dans ces deux pays, qui sont un peu dans les parties francophones. On a aussi des très belles vitrines dans une vingtaine autres de pays, notamment au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, Dubaï. On a aussi Singapour, Hong Kong, Shanghai et Tokyo. Les pays nordiques, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Donc on a une vingtaine, et le Brésil qu'on vient d'ouvrir avec Pao de Sucar, qui est une ancienne du groupe Casino. Donc voilà, mais ça c'est plutôt des vitrines. Là où on est bon, c'est la Suisse, la Belgique, et on a des grosses ambitions sur les États-Unis. Sur les États-Unis. Donc là, depuis 2 jours, donc New York, les Starbucks, et puis... Voilà, aujourd'hui, on avait 200 points de vente à New York et Brooklyn. Et avant de rayonner dans les US, on a toujours des stratégies très simples, très pragmatiques. C'est qu'on veut être incontournable dans la ville de New York. Ville de New York, c'est quand même 8 millions d'habitants, donc c'est pas tout à fait la taille de Paris. Brooklyn, pour vous donner une idée, c'est 2,5 fois la taille de Paris. Le bassin de la ville de New York, c'est 22 millions de consommateurs. Donc déjà, d'être très très fort dans le bassin de la ville de New York, puis après, si on réussit là, de pouvoir s'étendre. Et il y a un très gros salon là, qu'on assure à partir de dimanche à New York, qui est le Fancy Food Show, où là, on va essayer de signer quelques très beaux contrats dans la foulée de ce qu'on a démarré en test avec Starbucks. Merci d'être venu ce matin. Ça fait du bien d'entendre des gens comme vous, positifs, dynamiques. Et puis voilà, la preuve, vous en êtes la preuve vivante. Et puis ce soir, donc... 18h au Starbucks, Capucine, à Opéra. Merci beaucoup, Augustin. Merci. Tout de suite, le journal.